Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais vous chanter une petite chanson. Frédéric Doré. Voilà, je vais passer la journée avec vous avec plaisir. Vous pouvez m'entendre sur France Inter cet après-midi, donc vous ne m'entendrez pas vu que je suis ici. Vous avez privé 850 000 auditeurs de ma voix. J'espère que vous avez honte, compte tenu du fait que c'est une radio de service public qui vous coûte 60 centimes sur votre redevance. Sachez-le, France Inter coûte 60 centimes sur la redevance. Ce qui explique l'extrême modicité des piges que nous touchons. Je ferme la parenthèse et ça va pas en s'améliorant avec les réformes qui sont en cours. Voilà. Vous pouvez me voir aussi avec le même Denis Chessou de France Inter sur Roucherie TV le soir, émission dans laquelle nous avons reçu Paul François il y a quelques semaines sur le plateau. On a discuté évidemment des sujets qui nous préoccupent aujourd'hui. Je suis ici pour plein de raisons, parce que j'adore me lever à 5h30 pour prendre le train à Saint-Lazare, où j'ai pris le café avec des poivrons qui, eux, buvaient du Calva, c'est authentique, devant la gare Saint-Lazare, et qui étaient déjà sous comme des vaches juste avant de prendre le train, qui d'ailleurs sont montés dans le train sous comme des vaches, le train était plein. Donc je suis ici parce que, par amitié et sympathie pour Emma et Paul, que j'ai rencontré donc à l'occasion de cette émission et qui m'a fait une sacrée impression. Enfin, j'ai trouvé quelqu'un qui était subtil dans son militantisme, pas comme certaines, qui disait les choses telles qu'elles sont sans tomber dans la caricature et qui surtout n'incarnait pas ce qu'on adore en France, la victime. C'est presque judéo-chrétien en France. La victime doit souffrir, la victime doit se plaindre, la victime doit larmoyer, la victime doit désigner un ennemi unique et le conspuer. Ça, on adore en France. On n'est toujours pas sorti de la culture judéo-chrétienne. Et Paul est dans une autre dimension. C'est pas Marie-Monique Robin, qui s'est arrogé le droit de représenter tout le monde et qui est quelqu'un d'insupportable, que je ne supporte pas, tellement son ego est hypertrophié. Moi, ce sujet-là, je l'ai découvert en fac. Alors, j'ai 48 ans, je suis donc en 1970. Je suis né dans un bassin industriel, le sud du Nord. Il y a un sud dans le Nord, sachez-le. À Caudry, bassin d'Armontel, juste en dessous du bassin minier, enfin juste à droite du bassin minier. Vous remontez de Paris à gauche, c'est le bassin minier. Il y a la dentelle à droite, et en dessous, juste au-dessus, vers Valenciennes, il y a le bassin industriel de la sidérurgie. C'est une zone de grande culture depuis le XIVe siècle. C'est par là que la charrue est arrivée. C'est une zone où il n'y a pas de végétation, il n'y a rien. Moi, j'ai grandi dans un paysage sans végétation, sans biodiversité. La seule biodiversité se réfugie dans les trous d'obus de la guerre 14-18. C'est authentique, c'est vrai. Voilà. Moi, j'ai toujours connu les grandes cultures, les pesticides, les pulvérisations, parfois par hélicoptère, parfois par avion, sur des champs qui font des kilomètres et des kilomètres de long. Je suis dans un bassin industriel, on était habitué à voir des gueules cassées, celles de 14-18 quand j'étais petit, et à voir des accidents du travail, qui faisaient partie de la vie, des accidents graves. Mon grand-père maternel avait un bras en moins, qui a perdu dans une sucrerie en 1936, et mon grand-père paternel, qui lui était ouvrier dans un autre secteur, après sa retraite en 70, il est mort 6 mois après d'un cancer de la vessie, dont on peut supposer qu'il était attribué au solvant qu'il avait manipulé pendant son travail, mais ça, évidemment, c'était juste de l'ordre de la supposition, c'était. Il n'y avait pas que lui, le problème c'est qu'il n'y avait pas que lui, c'est que dans le monde de la dentelle, il y avait beaucoup qui mouraient très vite de ce genre de maladie. Donc moi je suis un peu né là-dedans et en fait j'ai été mitridatisé. Il était normal de souffrir au travail, d'avoir des accidents du travail, de manipuler des produits chimiques, et pour avoir travaillé à l'usine pour payer mes études, j'ai été confronté vous voyez, vous allez comment dire, à cette virilité mal placée du monde ouvrier, à cette mythologie mal vécue du monde ouvrier qui consistait à dire que plus il y avait de risques à travailler, plus c'était valorisant, parce qu'on n'est pas des femmellettes. Nos grands-pères se mettaient au front, nous aussi un danger, au contraire, on y va et on y va ensemble, et en tout cas on le nie. Donc on a nié l'amiante, on a nié le trichloroéthylène, on a nié les solvants, l'industriel que j'ai fréquenté. L'amiante était connue, le danger était connu, mais n'était jamais dit. Et en tout cas, mettre des protections, c'était avouer sa faiblesse. Et c'était très très mal reconnu par le monde ouvrier, et les syndicats étaient les derniers à défendre ça, les syndicats défendaient la République d'emploi. Et on voit le résultat avec l'amiante. L'amiante a été connue par les femmes, les filles, les sœurs, comme toujours dans les problèmes de contamination et les problèmes d'environnement. Et l'amiante n'a absolument pas été mis en avant par les professionnels.
traditionnelle, parce que c'était reconnaître la langue, ça aurait été reconnaître une religion du travail, une mythologie ouvrière, construction politique, qui aurait dû donc être mise par terre par la reconnaissance de la dangerosité de ce produit. Et moi j'ai retrouvé la même chose un peu partout, notamment sur les pesticides. Le monde agricole ne veut pas reconnaître la dangerosité de ces produits, parce que ce serait reconnaître que le monde s'est trompé, le monde agricole s'est trompé pendant autant d'années, ce serait à remettre en cause, et ça c'est classique dans toutes les structures, ce serait à remettre en cause tout un échoué, une légitimité qui serait insupportable aujourd'hui. La question qui nous préoccupe aujourd'hui, qui vous préoccupe, vous, celle des polluants organiques persistants, des pesticides, de la biomagnification dans les chaînes alimentaires, c'est pas nouveau. Moi j'ai découvert le en fac, j'y viens. Je suis ingénieur écologue, j'ai fait 5 ans d'écologie fondamentale et appliquée. Et entre 1987 et 1992, on parlait déjà de ces sujets en fac, c'était déjà des sujets connus, c'était déjà des sujets documentés. Entre-temps, bien avant, Rachel Carson avait déjà publié Le Printemps silencieux. On connaissait déjà le syndrome des Grands Lacs qui avait été décrit dans les années 70. Le syndrome des Grands Lacs, c'est quoi? C'est dans les Grands Lacs entre le Canada et les États-Unis, il y avait une corrélation entre les retards cognitifs des enfants, l'obésité, le diabète de type 2, cancer, etc., et des niveaux de contamination par les polluants organiques persistants. Certes, ces polluants organiques persistants n'existent plus du tout, ils ont été supprimés par les législations, mais il en reste. Et donc, moi je suis toujours surpris de constater que, premièrement, ce qui arrive dans le monde agricole, c'est ce qui est arrivé avant dans le monde ouvrier, en tout cas dans la connaissance des choses, il y a dans le retard à l'appréciation des choses. Et puis, deuxièmement, je suis très surpris qu'on soit encore surpris du fait que ces produits, la gestion à long terme à faible dose, puissent déclencher ce que vous connaissez et ce qui affecte la vie de beaucoup de paysans. Je suis stupéfait même que le ministre puisse dire à l'Assemblée que les données ne sont pas encore assez solides, assez robustes pour établir des diagnostics. C'est quand même sidérant parce que moi, les diagnostics, je les avais dans les années 90 en fac et c'était des sujets d'examen. Voilà, j'ai même travaillé, c'était ma dernière année, sur la caractérisation de la pollution aux métaux lourds des sédiments des canaux du bassin Arc-Picardie. Le sujet est fascinant, c'est fun. Donc, je faisais la modélisation mathématique parce que l'agence de l'eau s'inquiétait déjà de la contamination des poissons, enfin si le peu qui restait de ces canaux qui étaient réduits à l'état de niveau par les métaux. Voilà, depuis ces sujets j'en parle, on a fait 2 livres, les pollutions invisibles puis les nouvelles pollutions invisibles. Donc il y a 8 ans à peu près, je parlais déjà de ces sujets. Et enfin, on y arrive aujourd'hui, vous inquiétez pas, je vais bientôt terminer la petite introduction. Le fait que Phytovictime existe, que vous vous réunissiez, que Paul François ait du succès à la place, ce qui m'envers profondément de Marie-Monique Lebrun, signe une maturité dans la société. La société est prête à entendre ça, ce qu'elle n'était pas prête à entendre avant. Et nous, en tant que journalistes, conférenciers, animateurs de débat, on voit bien que les choses changent. Alors, depuis le modèle de l'environnement, et surtout depuis, pourquoi j'en sais rien, depuis 4-5 ans, il y a un vrai changement. Ce genre de débat était impossible d'amener il y a une dizaine d'années. Ces débats sont passés dans le domaine public. Tout ce qui est lié à l'environnement était avant associé au mouvement écolo ou aux gens qui ont des bonnets en dingue et de l'hydrate. C'est fini aujourd'hui. L'ensemble du monde politique, peut-être pas forcément les autres, l'ensemble du monde politique, et même à la FNSEA, ils en parlent à mots couverts. Même Christiane Lambert en parle à mots couverts. Avant, c'était impossible. Et c'est grâce à des structures comme les vôtres que ce combat, en tout cas le combat sémantique, est en train d'être gagné. Il n'y a plus de scrupules à parler de ces sujets, et surtout aujourd'hui, à parler de ces sujets de façon non manichéenne. Et ça, c'est le grand mérite de Paul François, d'avoir réussi à dépasser l'émotion de sa maladie pour développer un discours de raison, un discours raisonnable. Et ça, c'est très très rare. Vous avez quelqu'un d'unique, d'original, d'assez exceptionnel à la tête de votre association, que vous dire que je vais vous faire, parce qu'on est déjà très en retard. Donc je suis là pour vous accompagner, hein. Voilà, j'ai strictement rien préparé, je suis là avec vous, et bien heureux de là. On fera peut-être quelque chose ensuite sur CO2 mon amour, je ne sais pas. Alors je ne sais plus, c'est bien lui. Non, c'est Jean-Noël Jouzel. Et ben voilà, c'est Jean-Noël Jouzel qui n'a pas de rapport avec Jean Jouzel. Si, c'est pas vrai. Vous êtes le fils de Jean.